Leo Dan, une légende de la musique dont la voix a touché des millions de personnes, a laissé une marque indélébile sur le monde. Mais derrière ces mélodies emblématiques et son image publique se cache une histoire profondément personnelle et inédite. Aujourd'hui, à l'âge de 64 ans, sa femme s'est présentée pour partager une vérité aussi choquante que déchirante. Tapez 1 si vous avez toujours admiré la musique de Leo Dan, ou 0 si c'est la première fois que vous entendez parler de son incroyable héritage. Explorons la révélation que sa femme a courageusement partagée. Naissance du musicien. Leo est né à Villa Ataminski, en Argentine, au cours d'une horrible tempête. Selon sa mère, le tonnerre de cette nuit-là était un véritable coup de tonnerre venu du ciel. La pluie était si forte que les gouttes sur le plafond de la petite maison d'adobe ressemblaient à des pierres. Les voisins continuent d'affirmer que le ciel était illuminé par des éclairs comme en plein jour. Elle ajoute que le grand-père de Leo, un immigrant italien qui jouait de l'accordéon dans les rues de Santiago del Estero, a choisi son vrai nom, Leopoldo Dante Tevez, alors qu'elle passe devant des pages de vieilles photographies en noir et blanc, dont certaines ont déjà jauni avec le temps, jouant dans les ruelles pour se faire de l'argent. Le vieux musicien est venu en Argentine tout seul avec sa guitare et beaucoup d'espoir. Même les gens les plus solennels se mettent à danser et à sourire sur ses airs entraînants. Avant qu'il ne puisse parler correctement, Leo commence à chanter. Ses yeux brillaient de souvenirs et elle souriait avec nostalgie. Pour subvenir aux besoins de la famille, il se présentait déjà à l'âge de 5 ans au marché des changes de fruits du quartier. Enfante, il charmait de sa jolie voix les fermiers qui venaient avec leurs voitures pleines de produits frais et les femmes qui vendaient des légumes. Il a gardé jusqu'à la fin de sa vie le premier centime qu'il a gagné en chantant. Mais personne ne le sait. Il le gardait généralement dans la poche de sa chemise de peintre bleu cousue par sa mère, qui était sa préférée. Les habitants de la ville prétendaient que la voix de Leo avait un talent unique, capable d'apaiser les animaux les plus féroces et de rehausser la beauté de la végétation. Lorsqu'il chantait dans la cour de sa maison les soirs de pleine lune, les voisins ouvraient leurs fenêtres pour l'écouter, et l'on rapporte que même les grillons, hypnotisés par son chant, restaient en silencieux. Marietta révèle des souvenirs inestimables des premières tentatives musicales de Leo, ouvrant son cœur et éclairant un chemin poignant dont peu de gens ont conscience. Les gens voient le Leo bien connu d'aujourd'hui, mais beaucoup ignorent les luttes qu'il a menées à ses débuts. Il travaillait dans un magasin de chaussures au cœur de la ville et se levait tôt tous les jours. Malgré sa fatigue, il restait debout toute la journée pour servir les clients avec un sourire. Et à la nuit tombée, il choisissait de se produire dans les tavernes de la ville à bord d'un bus bondé plutôt que de rentrer chez lui pour se détendre. Léo importait partout avec lui un bloc-notes rouge assez abîmé, un trésor qu'il chérit. Il y consignait toutes les chansons qui lui venaient à l'esprit. Certaines d'entre elles sont si belles qu'il est dommage qu'elles n'aient jamais été enregistrées. Il m'arrivait de le voir écrire une nouvelle chanson dans ce bloc-notes, assis dans un coin du magasin, pendant les pauses de travail. Marietta marque une pause, efface une larme de son œil et poursuit. Il y a eu un moment qui a changé sa vie à jamais. Sa mère est tombée gravement malade et a eu besoin de médicaments coûteux. Sans hésiter, Leo vend sa guitare, qui était son seul instrument et qu'il utilisait lors de tous ses concerts. Il semble avoir vendu une partie de son cœur. Mais savez-vous ce qui s'est passé? Il raconte, le soir même. Je suis allé dans le bar où je chantais, juste pour parler à mes amis, et ses yeux se sont illuminés. Sa mélancolie a été détectée par un client habituel qui l'entendait constamment chanter. Après que Léo lui eut expliqué la situation, l'homme s'éloigna en silence et revint 1 heure plus tard avec une guitare toute neuve, encore plus exquise que celle qu'il avait auparavant. Ce cadeau a fait toute la différence. Je n'oublierai jamais ce que Léo a dit en sanglotant devant tout le monde. Je suis persuadé que Dieu veille sur moi et qu'il a une place particulière pour ma musique. La rencontre. Leur rencontre n'a pas été ce que beaucoup avaient imaginé. Marietta raconte en riant, « J'ai rencontré Léo dans une boulangerie. Il a renversé du café sur ma robe blanche parce qu'il était tellement préoccupé par l'écriture mentale d'une chanson. Son expression terrifiée lorsqu'il a réalisé ce qu'il avait fait était amusante. Pour se faire pardonner, il a composé sur le champ une chanson sur une fille portant une robe.
décoloré qui jouait du comptoir de la boulangerie comme d'un piano avec ses doigts. Ravi. Tout le monde dans les environs s'est arrêté pour l'écouter. Nous tenons cette chanson en haute estime comme un secret particulier qui n'a jamais été enregistré. Le 15 de chaque mois, poursuit-elle, les yeux brillants d'émotion. Léo s'est levé tôt et a préparé des toasts et du maté. Notre maison était remplie de l'odeur du pain chauffé et de l'herbe de maté. Le 15th, nous commencions à nous embrasser sous l'ancienne higuera de la place. Et c'était devenu une coutume. Même pendant les voyages, il n'a jamais dérogé à cette coutume au cours de leurs 50 années de mariage. Il m'appelait à l'avance pour me parler au téléphone lorsqu'il était en déplacement. Je pouvais être à New York ou à Paris, mais à 7 heures précises du matin. Mon téléphone sonnait et nous passions des heures à discuter de tout et de rien, profitant de ce moment unique malgré la distance. Marietta fixe ses cheveux blancs et répond « Les gens me demandent toujours quel est le secret d'une relation aussi durable. Je crois que ce sont les petites coutumes que nous avons développées ensemble. Les chansons qu'il a écrites juste pour moi et les matinées passées ensemble qui sont devenues notre signature. Léo a fait des circonstances les plus banales des souvenirs inestimables. Je souris encore lorsque je sens l'odeur du café et du pain fraîchement cuit, me souvenant de ce jour à la boulangerie qui a changé ma vie pour toujours, jouant avec son alliance tout en parlant. Marietta admet que Léo avait beaucoup d'angoisse que personne n'aurait pu prévoir. Anxiété de l'enfance. À la suite d'un traumatisme subi lors d'une fête de cirque à l'âge de 6 ans. Il a eu peur des clowns pendant son enfance. Lorsque le clown venait aux anniversaires de nos enfants, il trouvait toujours une raison de partir, comme s'il avait un appel urgent ou qu'il devait aller acheter plus de soda. Ce n'est qu'à l'âge adulte que les enfants se sont rendus compte de ce problème, et ils s'amusent toujours de cette histoire. Il se disait également chanceux car il avait la particularité de n'écrire des chansons qu'en portant des chemises bleues. Que ce soit en été ou en hiver, la chemise devait être bleue. Il était si anxieux qu'il demanda un jour au chauffeur de s'arrêter dans un centre commercial pour acheter une chemise bleue parce qu'il avait oublié d'en porter une. Toute notre armoire était remplie de chemises bleues de différentes couleurs, y compris Royal, Clair et Marine. Il disait que chaque couleur inspirait des musiques différentes. Il avait une chambre cachée dans notre maison, remplie de lettres de fans, ce qui est un autre fait inconnu. Il y avait des étagères du toit au plafond dans ce petit espace, classées par nation et par année. Après les avoir toutes lues, il rangeait les plus sentimentales dans une boîte en bois que son père lui avait offerte. Il connaissait tous les récits des centaines de lettres. Il se souvenait remarquablement bien des détails. Vous souvenez-vous de cette femme espagnole qui a brodé les paroles de mes chansons sur un foulard? Ou de cet enfant chilien qui a chanté notre chanson pour sa mère à l'hôpital? Il m'est arrivé de dormir là des nuits entières, répondant personnellement à certaines d'entre elles, en particulier celles de personnes malades ou en difficulté. Léo a toujours dit que les lettres l'aidaient à garder les pieds sur terre et à rester en contact avec ses véritables priorités. Chaque fois qu'il se sentait déprimé ou qu'il avait des doutes sur une nouvelle chanson, il se rendait dans cette pièce et lisait les récits de l'impact de ses chansons sur la vie des gens. Il en ressortait rajeuni, les yeux remplis de pensées et d'émotions. C'était son espace sacré, son havre de paix. J'ai quitté la pièce comme il l'avait quittée. En entrant, je peux parfois sentir le parfum du vieux papier et il me semble l'entendre raconter l'histoire de ses lettres. La dépression. Marietta raconte d'une voix rauque que Léo a connu en 1985 une grave dépression dont peu de gens étaient conscients. Il a été incapable de chanter pendant 6 mois après avoir perdu son jeune frère, Antonio, dans un accident de la route survenu un soir de pluie. Ce fut la période la plus difficile de notre vie. Il sanglotait silencieusement dans son bureau pendant des heures en examinant de vieilles photos de lui et de son frère lorsqu'ils étaient enfants. De temps en temps, il prenait sa guitare et jouait quelques notes avant de s'arrêter, comme si la musique lui faisait mal à lui aussi. Il a rarement quitté son lit au cours des premiers mois. Il goûtait à peine la nourriture que je lui apportais dans sa chambre. Les enfants essayaient de lui remonter le moral, mais tout ce qu'il pouvait faire, c'était de grimacer pitoyablement. Il semblait avoir perdu une partie de lui-même en même temps qu'Antonio. Il a coupé le téléphone et annulé tous les concerts. La réalité de son enlèvement était simple et triste,
mais le monde extérieur avait inventé 1000 légendes à ce sujet. Son frère était son meilleur ami et il apprenait à vivre sans lui. Pour faire face à cette situation, il s'est mis à peindre, un autre talent qu'il dissimulait au monde. Tout a commencé lorsque notre fils aîné, espérant détourner son attention, a apporté un kit de peinture. Au début, Léo n'a montré que peu d'intérêt pour la peinture, si ce n'est pour mélanger les couleurs. Mais cela s'est peu à peu transformé en mode d'expression. Dans le grenier, nous avons près de 100 de ces peintures. Elles représentent sa couleur préférée, le bleu, et comprennent des paysages, des portraits de son frère et des images de ses premières années. Il affirmait qu'il s'agissait de sa méthode unique de communication avec Dieu et Antonio, et qu'il ne voulait donc jamais les révéler à qui que ce soit. Ses souffrances se reflètent dans les premières peintures, qui sont sombres et remplies d'ombre. Avec le temps, les teintes se sont éclaircies. C'est ainsi que j'ai su qu'il allait mieux. Après des mois d'immobilité, je l'ai finalement découvert un jour dans la cour, chantant doucement et grattant une guitare. C'était une toute nouvelle chanson, une chanson pour son frère, qui se distinguait de toutes ses œuvres précédentes. De plus, cette chanson n'a jamais été enregistrée. Elle était trop intime, trop merveilleuse. Chacune de ces toiles, que je vois aujourd'hui lorsque je monte au grenier, contribue à cette histoire de progrès. Léo affirmait que pendant cette année difficile, l'art, qu'il s'agisse de peinture ou de musique, était ce qui le maintenait en vie. En outre, il a découvert que pour développer d'autres méthodes de communication de nos émotions, nous devons parfois perdre notre voix. Léo, le chanteur bien connu, l'était, mais peu de gens connaissaient Léo, le peintre qui utilisait des toiles pour soigner ses blessures, les yeux brillants de bons souvenirs. Marietta poursuit. Avec nos 3 enfants, Léo était différent de tout ce que les gens imaginaient. Où qu'il soit dans le monde, Paris, Tokyo ou Buenos Aires, il appelait toujours à l'heure, le dimanche soir à 8 heures, pour raconter une histoire qu'il avait inventée. Il parvenait à s'absenter 30 minutes pour passer ce coup de fil important, même s'il avait un concert. Il a développé un personnage fictif appelé le Voyageur des étoiles, un aventurier mystique qui se déplace entre les constellations sur un bateau fait de lumière lunaire. Chaque histoire était une nouvelle expérience, une narration unique. Il a appris au Major Doza à danser le tango une semaine, tout en aidant les Pléiades à retrouver leur éclat perdu la semaine suivante. Miguel, Anna et Pedro, nos enfants, ont grandi dans l'attente de tels récits, et papa ne les a jamais déçus. Il créait des voix distinctes pour chaque personnage, même s'il se lassait parfois de chanter autant. Sa capacité à relier les histoires aux expériences des enfants était l'aspect le plus exquis. Le voyageur a découvert une étoile timide qui devait briller dans le magnifique spectacle du ciel cette nuit-là, si Miguel avait peur d'offrir un emploi à l'école. L'histoire de 2 femmes qui ont découvert l'importance du pardon. Si Anna était déprimée à la suite d'une bagarre avec un copain, il utilisait ces histoires pour aider les enfants à résoudre leurs petits problèmes, sans qu'ils s'en rendent compte. Il a conservé tous les dessins que les enfants avaient été inspirés à créer, par ces histoires dans une magnifique boîte en bois avec des étoiles sculptées. On y trouve des illustrations du vaisseau spatial enchanté, des compagnons célestes que le voyageur a rencontrés et des expériences qu'ils ont partagées. Il a ajouté une brève remarque décrivant les événements de la nuit ainsi que la date sur chaque dessin. C'était un témoignage de l'amour d'un père pour ses enfants, et non une simple collection de feuilles colorées. Il a demandé à examiner cette boîte une dernière fois à la veille de son départ, alors qu'il était déjà très affaibli à l'hôpital. Nous avons évoqué chaque événement et chaque anecdote pendant tout l'après-midi. Il manipulait les croquis comme s'il s'agissait d'objets inestimables. Il l'éteint aussi. Lorsqu'il a vu les répliques des enfants, les remarques griffonnées en caractères tremblants et les étoiles violettes et vertes, il a souri parce que, dans le monde fantastique du voyageur, les étoiles pouvaient être de n'importe quelle couleur imaginée par les enfants. Ces mêmes histoires sont aujourd'hui répétées à nos petits-enfants par leurs parents, qui se souviennent encore de tous les détails. Grâce à ses tours de magie et à son enseignement, selon lequel l'amour d'un père est comme les étoiles, l'héritage du voyageur perdure au-delà des générations. Nous savons qu'il est toujours là, qu'il brille pour nous, même si nous ne le voyons pas. Marietta raconte.
avec mélancolie. Comment elle a joué d'une vieille guitare contre le mur pendant les 5 dernières années. La voix de Léo. Léo luttait contre une maladie peu commune qui avait un impact sur ses cordes vocales. Sa voix, qui captivait le public, a été silencieusement emportée par une maladie. Peu de gens en étaient conscients. Les médecins ont conseillé à Léo de mettre sa voix au repos, mais il l'a fait à sa manière. Malgré tout, il a continué à chanter pour moi et pour les plantes du jardin à la maison. Il disait qu'elles s'amélioraient grâce à ses chants, en particulier les jasmins, qui fleurissaient généralement de manière plus exquise près de la fenêtre de la pièce pendant qu'il chantait. Il a installé sa scène privée sur notre pelouse. Il s'asseyait sur le banc en bois qu'il avait construit avec notre fils aîné, chantait doucement et sortait tous les matins avec son café. Chaque fleur semblait lui tenir à cœur. Lorsqu'elles entendaient sa voix, les roses semblaient s'ouvrir davantage et les tournesols se tournaient vers lui. Je suis le seul artiste à avoir un public aussi fleuri et fidèle. Plaisante-t-il. Il a continué à chanter même après que sa voix se soit brisée. Mais c'était plus calme et plus personnel. Comme un dialogue avec le monde naturel. Elle portait un petit album de photos lors du dernier Noël. Sa voix était hésitante et ses yeux larmoyants. Il a réuni toute la famille et a fait quelque chose d'inattendu. Il a enregistré une toute nouvelle chanson, unique pour chaque fils et petit enfant. Les 15 chansons ont été écrites en secret au cours des derniers mois de sa vie. Il est resté enfermé dans notre studio pendant des semaines, enregistrant chaque fois que sa voix le lui permettait. Il a parfois dû faire plusieurs tentatives pour terminer une chanson, mais il n'a jamais abandonné. Chaque chanson décrivait les expériences uniques qu'il partageait avec l'autre. Il a écrit un poème sur le jour où il a appris à marcher pour notre petite fille Maria. Il a été le dernier cadeau de notre fils cadet Pedro. Chaque musique était emballée dans une petite boîte artisanale ornée de photos d'époque et de brèves notes. Il était faible lorsqu'il a distribué les cadeaux la nuit de Noël, mais ses yeux rayonnaient de bonheur. Pour que chaque occasion soit exceptionnelle et unique, il leur demandait de n'ouvrir les cadeaux que lorsqu'ils étaient seuls. Les jours suivants, tout le monde a écouté sa musique et notre maison s'est remplie d'émotions. Chaque musique semblait contenir un fragment de l'âme de Léo. Ces mélodies sont aujourd'hui notre plus grand trésor. Parfois, lorsque je suis nostalgique, j'emporte la petite flûte à bec dans le jardin, je m'assois sur le siège où il avait l'habitude de chanter et je joue ses chansons pour les fleurs. Vous comprenez? Il doit aussi leur manquer. Les jasmins sont toujours là, comme une foule dévouée, attendant le retour de leur chanteur, mais ils n'ont plus jamais fleuri avec autant de vitalité. Musique et lettres non enregistrées. Marietta est d'abord montrée en train de toucher un carnet de notes recouvert de cuir, patiné par le temps, qui contient plus de 200 morceaux non enregistrés. Léo a laissé un journal derrière lui. Il a écrit ses chansons tout au long de sa vie. Certaines ont même été écrites aux petites heures du matin avant son départ. Le journal est divisé en décennies, avec un nouveau récit à chaque page. Il contient des chansons sur les endroits où papa est allé, sur les espoirs qu'il avait et sur l'enfance de nos enfants. Il y a de petits dessins sur les bords de certaines pages et des taches brunes sur d'autres. Chaque fois qu'il trouvait une nouvelle mélodie, il faisait un croquis. Il y a une variété de chansons. Certaines joyeuses qu'il a écrites en regardant les enfants jouer dans le parc, et d'autres plus déprimantes, écrites lors de soirées agitées. Il a écrit l'histoire de la chanson sur chaque page, en même temps que les paroles et la bande sonore. Il en a écrit une, par exemple, après avoir observé 2 hommes âgés danser sur la place, tandis qu'une autre a été influencée par le premier sourire de notre petite fille la plus jeune. Son dernier souhait était que le monde entende ses chansons au moment opportun. Selon lui, elles ressemblent à des graines qu'il a semées tout au long de sa vie et qui ont attendu le moment idéal pour germer. Une lettre est également incluse pour chaque fan club qu'il connaissait. Même dans les derniers mois de sa vie, lorsque ses mains tremblaient si fort qu'il ne pouvait plus tenir le stylo, il les a toutes écrites à la main. Chaque lettre est unique et il y en a plus de 100. Pour le groupe de Barcelone, il a raconté sa première apparition dans cette ville et la façon dont le public s'est joint à lui pour chanter, malgré son incapacité à comprendre l'espagnol. Il s'est souvenu du carnaval de 1975
lorsqu'il a escaladé un immeuble et chanté jusqu'à l'aube pour l'ensemble de Rio de Janeiro. En plus de sa gratitude, il a envoyé une note unique, un secret qui n'avait jamais été partagé auparavant, dans chaque lettre. Il a révélé aux gens la signification réelle de certains airs. Pour d'autres, il racontait les coulisses de spectacles emblématiques. Je me souviens l'avoir vu écrire ces lettres nuit après nuit, assis dans son fauteuil inclinable bien-aimé. Il s'arrêtait parfois pour s'essuyer les yeux et, d'autres fois, il souriait simplement parce qu'il se remémorait une histoire mémorable. L'aspect le plus exquis est que chaque lettre se termine de la même manière. La musique change simplement de forme au lieu de mourir. Continue à chanter car je serai toujours vivant en elle tant que quelqu'un chantera ma musique. Il m'a demandé de lui jurer que je lui remettrais personnellement ces lettres au cours de la dernière semaine, alors que j'étais déjà très affaibli. Il m'a expliqué que c'était sa façon de remercier tous ceux qui avaient aidé, sa musique à atteindre un public plus large qu'il ne l'aurait jamais cru possible. Aujourd'hui, je tiens ce journal et ces lettres en haute estime, anticipant le moment opportun dont il a parlé, lors de soirées tranquilles. Je tourne parfois une page du journal et j'entends vraiment sa voix essayer des accords sur sa vieille guitare, jouer ses morceaux inédits et chercher la bonne phrase pour terminer une ligne. Il semble écrire dans son endroit préféré de la maison, comme s'il était toujours présent. Avant de partir le matin du 1er janvier 2025, Leo Dan a fait quelque chose qui a dévasté Marietta. Comme il le faisait habituellement au 15e jour, il s'est levé tôt et s'est préparé pour eux deux. Comme tant d'autres matins mémorables, le parfum de la yerba maté et les toasts ont envahi la maison. Alors qu'il versait le maté dans nos chaises préférées, la mienne, ornée de touches d'argent qu'il avait acquises lors d'un voyage en Argentine, est la sienne. Cadeau sobre et usé de son père. Ses mains tremblaient légèrement. Comme il y a 50 ans, nous nous sommes assis sous le porche et avons regardé le soleil se lever derrière les arbres que nous avions plantés ensemble. Les jasmins étaient en pleine floraison ce matin-là, rendant le jardin particulièrement beau, comme s'ils savaient que c'était leur dernier spectacle pour lui. Il a joué notre chanson sur le café renversé qui a changé nos vies, celle qui n'a jamais été enregistrée. Même si sa voix était faible, il avait toujours la douceur qui m'avait conquise le premier jour. Il me tenait la main entre deux gorgées de maté et me regardait avec ses yeux qui ne manquaient jamais de sourire, même dans les circonstances les plus éprouvantes. L'amour garde nos histoires jusqu'au bon moment, a-t-il déclaré avec un calme que je n'oublierai jamais. Les gens doivent comprendre que la musique est la voix du cœur et que l'amour véritable existe. Ça, tu sais, après toutes ces années, ce n'est pas le compagnon qui m'a réveillé tôt le 15, mais plutôt le désir de voir ton premier sourire de la journée, a-t-il poursuivi avec un doux sourire. Nous avons observé les oiseaux qui commençaient à chanter tôt tout en restant silencieux. Il disait souvent que les oiseaux étaient les premiers musiciens du monde et qu'il avait appris d'eux que la meilleure musique était celle qui naissait dans l'âme. Ce matin-là, il a semblé lui interpréter une chanson d'adieu que nous étions les seuls à connaître. Il s'est arrêté avant de rentrer, a jeté un dernier coup d'œil au jardin et a dit « Chaque fleur ici connaît notre histoire d'amour. Elles vous rappelleront toujours que notre amour est intemporel, tout comme la musique. Alors venez leur parler chaque fois que vous vous sentez sentimental. » C'est la dernière fois que j'ai entendu la chanson de notre boulangerie dans sa voix et la dernière fois que nous avons bu un verre de maté. J'ai l'impression qu'il est toujours là, préparant notre partenaire pour une nouvelle journée d'amour et de musique. Néanmoins, chaque matin quand la lumière se lève et que les oiseaux commencent à chanter. Que pensez-vous de cette révélation? Comment la musique ou l'histoire de Leo Dan a-t-elle influencé votre vie? Partagez vos sentiments dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'appuyer